7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Nous sommes à 2 ans, presque jour pour jour, du début du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Rappelons-le, ce 24 février 2022, la Russie de Vladimir Poutine lance une opération militaire d'ampleur. 2 jours auparavant, il déclarait l'indépendance des territoires séparatistes ukrainiens du Donbass, combattus par Kiev par les armes depuis 2014. Un conflit qui a déstabilisé le monde entier et notamment la France à 2 mois des élections présidentielles. 2 ans plus tard, sonne l'heure du bilan. Pour reprendre cette formule de Éric Denessé, les Ukrainiens ne peuvent pas gagner et les Russes ne peuvent pas perdre. Que faut-il en penser ? Nous faisons le point ce matin avec Alexandre Melnik. Bonjour. Bonjour Maud. Vous êtes expert et consultant en géopolitique, rédacteur en chef de lettres d'information sur la Russie et ancien diplomate à Moscou. Alors, ça fait 2 ans donc que ce conflit a débuté. La défense ukrainienne semble stagner. Pensiez-vous en 2022 que 2 ans plus tard, le conflit serait toujours en cours ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on s'installe dans un conflit, enfin, j'utilise quand même le mot la guerre qui était déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, un État indépendant reconnu par la loi internationale, donc c'est une guerre. Donc, alors, cette guerre, malheureusement, a vocation à durer, tout simplement parce que la situation aujourd'hui est gelée sur le front, comme vous l'avez dit. Donc, alors, les Russes, après avoir essayé de conquérir Kiev, et de faire tomber le pouvoir légitime du président Volodymyr Zelensky, ils ont essuyé un échec cuisant. Et après, donc, l'Ukraine n'a pas réussi ce qu'on appelait la contre-attaque. J'étais d'ailleurs toujours contre cette appellation contre-attaque. Je pensais il s'agit toujours de la libération de l'Ukraine. Parce que quand on dit contre-attaque, il y a un timing, il y a les délais. Alors que les délais qui paraissaient assez courts, parce qu'on pense après avoir gagné ce premier combat, résister face à l'agression russe pourrait l'emporter assez facilement grâce notamment à l'aide occidentale, eh bien, c'était aussi une illusion. Et aujourd'hui, on s'installe dans une sorte de statu quo, ni progression, ni effondrement. Et donc, je répète que cette situation, il faut s'habituer au fait que ça va durer assez longtemps. Quelles sont les perspectives selon vous de ce conflit ? Les perspectives de sortir de cette statu quo qui est affreux finalement, parce que c'est au prix de centaines de milliers de morts, eh bien, et la seule perspective que je vois, c'est la défaite militaire de la Russie. Plus exactement, je fais le distinguo entre la Russie en tant que pays et le régime dictatorial, mafieux, criminel de Vladimir Poutine. Donc la défaite évidente, la défaite humiliante sur le front, avec une armée ukrainienne qui est devenue opérationnelle d'ailleurs depuis ces dernières années, et avec une aide beaucoup plus massive, beaucoup plus drastique, beaucoup plus radicale de la part de l'Occident, qui doit enfin se réveiller et comprendre qu'il s'agit d'une guerre existentielle qui concerne aussi les fondamentaux de la civilisation occidentale. La défaite de l'armée russe, c'est ce que vous espérez ou ce que vous présagez ? Non, personne ne peut envisager aujourd'hui l'avenir simplement. Mais je crois que les conditions sont tout à fait réalistes. Parce qu'en fait, la Russie et le régime de Poutine, c'est un colosse au pied d'argile. Donc, la fragilité de ce régime a été évidente pour moi dès le début, non seulement de l'invasion de l'Ukraine, mais dès le début pratiquement du milieu des années 2000. Donc c'est pour ça qu'il faut cesser de trembler devant Poutine. Il faut consolider le front commun de l'Occident, comprendre que Poutine s'attaque non seulement à l'Ukraine, mais qu'il s'attaque à l'Occident dans sa globalité, dans sa totalité. Et si on réunit ces conditions-là, s'il y a ce réveil politique qui, pour le moment, n'a pas eu lieu au sommet du pouvoir en Occident, je crois que la victoire de l'Ukraine est tout à fait possible. Ouais. Alors vous l'avez dit, c'est une atteinte à l'Occident qui aide l'Ukraine financièrement, militairement. La Suède a encore annoncé un soutien militaire de 633 millions d'euros. Emmanuel Macron a signé un accord avec le président Zelensky. Est-ce qu'il faut, selon vous, continuer de soutenir l'Ukraine ? J'imagine que vous allez me répondre oui. Est-ce que c'est suffisant ?
Qu'attendez-vous de l'Occident et qu'attend Zelensky, surtout peut-être de l'Occident? Ah, vous avez anticipé ma réponse. Évidemment, je dirais non seulement il faut continuer, mais il faut renforcer. Il faut renforcer d'urgence cette aide parce qu'aujourd'hui, on vit un moment critique sur le front. Évidemment, il faut le faire. Et le problème est que les dirigeants occidentaux pensent que, évidemment, l'Ukraine doit gagner, mais la Russie de Poutine ne doit pas perdre. Parce qu'on a toujours peur du chaos qui peut succéder à la chute du régime de Poutine. Alors, on a toujours peur du chaos sur la poudrière nucléaire qui peut s'installer en Russie en cas de défaite du régime de Poutine. Alors que moi, je dis non seulement l'Ukraine doit gagner, c'est obligatoire pour la survie je répète, de la civilisation occidentale, mais aussi le régime de Poutine doit perdre parce que tant que Poutine, enfin, une idée est assez simple quand même, que tant que Poutine est au pouvoir, cette guerre continuera. Donc, alors, la défaite de ce régime de Poutine est la condition sine qua non de la fin de la guerre. Alors, vous dites effectivement qu'on pourrait atteindre une situation de chaos si Vladimir Poutine perdait cette bataille, cette guerre. Pour éviter ce chaos, parce que c'est toujours ce qu'on espère, faut-il rétablir quand même les relations diplomatiques avec la Russie ? Ben non, bien sûr que non. Là, avec le régime criminel, on ne peut pas avoir de relations internationales. D'ailleurs, j'ai déjà appelé à la fermeture des ambassades russes à travers le monde après l'assassinat de Navalny, qui a démontré une fois de plus, si on avait encore besoin d'ailleurs de ça, la vraie nature de ce régime-là. Donc, avec ce régime, bien entendu, il n'y a aucun dialogue, aucune négociation, mais ça ne veut pas dire que la Russie qui va émerger après, ce sera un pays maudit sur lequel il faudrait faire une croix et envoyer aux poubelles de l'histoire. Non, il faut jamais humilier l'avenir. Et je rappelle toujours que la constitution russe a été inspirée par la constitution de la Ve République française, avait été écrite d'ailleurs avec la participation d'experts français. Eh bien, il va falloir, après la chute, enfin éventuelle évidemment, chute du régime Poutine, jouer la carte légale, la carte de la loi. Donc, c'est-à-dire celui qui va prendre les rênes du pouvoir, si le président est en capacité d'exercer son mandat, c'est le Premier ministre qui organise les élections, les vraies élections. C'est pas ce simulacre d'élections qu'il va avoir dans quelques semaines en Russie, mais les vraies élections avec un débat contradictoire dans les délais de 3 mois. Et je crois que cette perspective est tout à fait réaliste, à condition que nous cessons, je répète, de tomber dans le piège de cette panique, de cette peur devant le régime Poutine et devant la Russie tout court, un pays que l'Occident comprend très très mal. Alors, je suis obligée de vous poser la question parce que beaucoup de Français se la posent. Beaucoup de Français, en fait, reprochent au gouvernement français d'avoir signé cet accord avec Zelensky. Enfin, moins d'avoir signé cet accord que d'avoir fait don de 3 milliards d'euros au moment où la dette française n'est pas au beau fixe. Est-ce que vous comprenez ces réflexions et est-ce que vous pensez que pour la France, enfin, que la France est en bonne position, en tout cas, pour faire apporter ce type d'aide à l'Ukraine ? Évidemment, je comprends la position des Français qui rejettent cet accord tout simplement parce qu'ils ne suivent pas tous les aléas et toute l'évolution géopolitique. Ça ne fait pas partie de leur univers. Je comprends très bien tout ça. Mais j'appelle quand même au réveil des consciences et comprendre que la guerre qui se passe pour beaucoup de Français loin de leurs frontières les concerne en premier lieu. Et cet accord qui était signé il y a quelques jours à Paris, cet accord bilatéral, c'est aussi la conséquence du fait que l'Europe elle-même aujourd'hui, l'Europe dans sa totalité a du mal à faire face à cet enjeu en tant qu'entité géopolitique et la seule possibilité, en quelque sorte en palliatif par rapport à cette situation, c'est de signer des accords bilatéraux. C'est ce que le président Zelensky avait proposé aux pays qui constituent les piliers, le cœur même du développement européen, c'est la France, c'est l'Allemagne et c'est la Grande-Bretagne qui, tout en sortant de l'Union européenne, reste évidemment un pays important de la civilisation européenne dans son ensemble. Donc, je comprends, pour revenir à votre question, je comprends l'inquiétude des Français. Je m'adresse à eux pour
expliquer les choses les yeux dans les yeux, en toute transparence, sans aucune propagande. Et je suis persuadé que la victoire de la démocratie, il s'agit de cela dans notre cas, sera aussi profitable à tous les Français qui aujourd'hui rejettent l'aide française à l'Ukraine. Finalement, c'est leur propre intérêt qu'ils ne réalisent pas pour le moment. On a beaucoup débattu sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Vous militez pour ? Vous savez, Maud, en 2014, j'avais écrit dans Le Monde un article intitulé « Accueillons l'Ukraine à l'OTAN ». Ah oui. J'étais toujours persuadé, voilà, dès le début, c'est pas en 2024, en 2014, et même peut-être avant, que l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN, c'est la seule possibilité d'éviter la guerre. Et je reste toujours convaincu que si l'Ukraine avait été accueillie à l'OTAN, qui, je répète, n'est pas du tout une organisation offensive, c'est le bras armé de la démocratie. Est-ce que nous tenons dans notre pays démocratique à notre trésor, à la démocratie? Si nous tenons à notre trésor, il faut savoir que l'OTAN aurait pu éviter la guerre, c'est-à-dire ce massacre d'un peuple innocent, l'Ukraine, avec la menace que ce massacre constitue pour nous tous en Europe. Vous parlez tout à l'heure d'Alexeï Navalny. Justement, un officiel russe accuse les États-Unis d'avoir tué Navalny. Il s'agit de Vyacheslav, je crois, Volodine, président de la Douma. Selon lui, les coupables sont Washington et Bruxelles, car ce serait dans leurs intérêts. Cette hypothèse, j'imagine, est, selon vous, grotesque. Écoutez, je suis quand même un peu étonné que vous diffusiez comme ça des... c'est de l'information, je ne relais pas, simplement, je pose la question. Je vais commenter, je vais évidemment en toute transparence mettre en perspective de choses. Pour moi, c'est un fake total, tout simplement parce que quelles que soient les circonstances médicales, qui ne seront d'ailleurs jamais élucidées, parce que le corps de Alexeï Navalny n'a pas été rendu à la famille, il ne le sera pas, à mon avis, dans les jours à venir. Tout simplement, au sommet de cet État qui est devenu non seulement autoritaire, mais totalitaire, complètement répressif, dictatorial, donc il ne veut pas organiser de funérailles qui pourraient ébranler quand même la société russe. Donc, quelles que soient les circonstances médicales, pour aller à l'essentiel. Une fois de plus, je vais pratiquer ma méthode d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est un assassinat politique. C'est un assassinat politique qui s'ajoute à la longue liste d'autres assassinats politiques. Et tous ces assassinats politiques, dans un pays extrêmement centralisé, où tout remonte au Kremlin, et le Kremlin, c'est Poutine, cet assassinat politique de l'opposant numéro 1 au régime de Poutine était ordonné, téléguidé directement par le Kremlin, c'est-à-dire par Vladimir Poutine, qui emporte l'entière responsabilité. Alors, très bien. Mais écoutez, on arrive au terme de cet entretien. Alors, je précise simplement que si je vous ai posé cette question, Alexandre Melnik, sur cette propagande russe, c'était simplement vraiment pour vous faire réagir et vous permettre de la démonter, en fait, cette propagande. C'est ce que je fais. Vous venez de le faire. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Melnik. Je rappelle que vous êtes expert et consultant en géopolitique, rédacteur en chef de l'aide d'information sur la Russie et ancien diplomate à Moscou. À très bientôt sur notre antenne.